Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. On est en 2009, le 9 juin 2009, je perds mon frère à l'âge de 43 ans. Nous partons l'enterrer en Algérie, donc en Kabylie, sa terre natale. Et de retour, très, comme on peut l'imaginer, perdre un être proche, c'est très, très dur. C'est une étape très, très, très difficile. Et donc, il fallait que je me trouve une passion pour, qui ferait en fait, un exutoire pour essayer d'oublier un peu la peine. Et je me suis intéressé à l'après-vie. Et en potassant, en faisant des recherches, je suis tombé sur ces fameuses expériences de mort imminente qui m'ont tout de suite captivé. Et je me suis lancé un défi. Je me dis pourquoi ne pas aller moi-même à la rencontre de témoins qui auraient vécu cette expérience subjective, puis écrire un livre, puisque j'étais déjà dans le circuit. Et le résultat était plutôt saisissant, puisque j'ai récolté quelques 30 témoignages, dont la très grande majorité a bien voulu se livrer à visage découvert. Oui, parce que ça reste un sujet qui reste un peu tabou, tabou. Mais 90% à peu près de mes témoins ont accepté de jouer le jeu, donc ont livré leur identité. Et ça, je pense qu'on peut les remercier, on peut les féliciter, parce que c'est quand même osé. Et voilà, donc c'est ce qui donne une certaine crédibilité quand même au travail. En fait, ce sont des états modifiés de conscience qui se traduisent par un chamboulement subit de votre conscience et qui vous propulsent dans l'expérience subjective. Alors, ça peut intervenir de différentes façons, lors d'un accident de la route par exemple, lors d'une intervention chirurgicale, lors d'une maladie, une forte fièvre, il y a beaucoup de causes. Hein. Il y a aussi des femmes qui sont, lors d'un accouchement, ça arrive très souvent que des femmes vivent une expérience de mort imminente lors d'un accouchement. Voilà, donc, il y en a aussi qui le vivent spontanément, sans raison apparente. C'est là la complexité comme du phénomène. Des gens ont vécu une expérience de mort imminente comme ça. Et ils la décrivent comment, les témoins que tu as rencontrés ? Des témoins, schématiquement, tous les témoignages se rejoignent. En fait, hein. Il y a toujours cette lumière irradiante d'amour et de paix. Dans laquelle on se sent attiré d'ailleurs. Déjà qu'on se sent attiré, et qui vous procure un bien-être incommensurable. Et les témoins ont même du mal à trouver les mots de notre vocabulaire pour décrire ce bien-être. Qui est tentant d'ailleurs, ils n'expriment pas tous le souhait, presque l'envie de ne plus revenir. Oui, tout à fait, malgré leurs enfants, des femmes. D'ailleurs, j'ai une de mes témoins dans le livre, elle l'explique. Elle le dit bien, que malgré l'amour qu'elle avait pour ses enfants, elle voulait rester. Voilà. Et pratiquement, ça signifie quoi? Ce sont des personnes qui étaient vraiment proches de la mort? C'est ce qui ressort de leur témoignage. Hein. Donc elles sont convaincues, les témoins sont convaincus que la vie se poursuit après la mort. Donc je poursuis avec les descriptions. Il y a le fameux tunnel qui ressort. C'est une description assez classique comme des N2. Il y a la rencontre avec les défunts, avec des êtres de lumière qui souvent se réunissent sous forme de comité, leur faisant comprendre que l'heure n'était pas venue pour eux de venir, qu'il fallait qu'ils repartent. Voilà, donc il arrive aussi parfois des témoins, des expérienceurs se trouvent dans un magnifique paysage aux couleurs pastel, des couleurs qu'ils ne connaissent pas sur le plan terrestre. Il y a aussi la rétrospective de la vie. Donc quand on dit qu'on voit que dans les secondes ou les minutes qui précèdent sa mort, on voit sa vie se dérouler. Tout à fait, il y a des expérienceurs qui le rapportent après leur NDE, avoir revu plusieurs séquences de leur vie défiler et qui correspondent bien à ce qu'ils avaient vécu. Et c'est assez interpellant parce qu'ils se trouvent comme acteurs et spectateurs. Donc, ils revivent les mêmes émotions qu'à l'époque. Et ça arrive donc. Il y a aussi la vision panoramique à 360 degrés. Les expérienceurs disent qu'ils voyaient devant et derrière et sur les côtés simultanément. Alors ça peut paraître farfelu, mais c'est ce qu'ils décrivent.
les témoins rapportent être sortis de leur corps, donc avec cette capacité de bouger, d'aller à une vitesse grand V d'un endroit à un autre. D'assister à une scène. Assister à une scène et de rapporter les détails, et qui, après vérification faite, ça correspond très bien à ce qu'ils ont vu. Et il y a des témoins qui disent avoir vu leur corps, donc inerte au sol, voir les pompiers affairés auprès de leur corps, tenter de les réanimer, ou les médecins si c'est une intervention chirurgicale. C'est assez fréquent, oui. Est-ce que les médecins ou les scientifiques se sont intéressés à ces situations? Parce que tel qu'on le décrit là, et si on n'avait pas exploré, si on n'avait pas des témoins qui en parlent, on pourrait penser qu'on a affaire à des gens qui sont illuminés, illuminés, des gens oui, qui sont pas forcément... qui ont usé ou abusé de substances illicites. Et qui, tout à fait. Oui, il y a des médecins qui sont penchés sur ces NDE. Bon, on sait que les médecins sont dans l'ensemble assez sceptiques, du fait de leur formalisme cartésien. Des médecins sont penchés sur la question, des neuroscientifiques, notamment Steven Loray, qui dirige le Coma Science Group de Liège, en Belgique, qui travaille beaucoup sur les expériences de mort imminente. Il y a Olaf Blanc, un neuroscientifique suisse. Il y a des médecins qui travaillent parallèlement pour étayer l'authenticité de ces NDE. Ces NDE. Donc il y a le docteur Charbonnier, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en 2009, le 27 septembre 2009 à Nancy, qui mène des travaux très sérieux là, sur les NDE, qui lui est convaincu en fait que la conscience n'est pas sécrétée par le cerveau, contrairement à ce que la science, ce que la médecine prétend aujourd'hui. Ça n'a jamais été vérifié d'ailleurs, hein, ce que rapporte la médecine à propos de cette conscience. Donc le docteur Charbonnier, parle de deux formes de conscience qu'on aurait. Il y a celle qui est donc filtrée par le cerveau et qui nous met en relation avec le monde dans lequel on vit, hein, avec les perceptions sensorielles qu'on connaît. Hein. Et parallèlement, il parle d'une conscience intuitive extraneuronale. C'est celle qui se trouve en dehors du corps. Et qui expliquerait peut-être ce sixième sens qu'on a. Qui expliquerait donc les descriptions rapportées par les témoins au moment de leur NDE. Donc c'est un champ d'information, si vous voulez, d'une conscience universelle qui nous permet d'avoir des facultés extrasensorielles. Donc, qu'on n'exploite pas. Qu'on n'exploite pas, oui, sur notre plan, bien sûr. Oui. Nous sommes prisonniers de notre cerveau, en fait. Et en fait, dans ces facultés, on retrouve la médiumnité, la télépathie, l'intuition, la précognition. Enfin, bref, ouais. Franchement, ces travaux sont très intéressants. Aujourd'hui, ça reste malgré tout un sujet tabou, parce que dans les témoins qu'on va rencontrer tout à l'heure, un a souhaité, et on respecte son choix, oui, bien sûr, ne pas être reconnu. Oui, ben, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la très grande majorité qui a bien voulu jouer le jeu, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont préféré rester anonymes. Le sujet encore... Pourquoi Quelles sont leurs craintes, pardon, Rachid? De passer pour des illuminés. Oui, même si le phénomène aujourd'hui se démocratise de plus en plus, il y en a qui ont encore un peu peur, on peut les comprendre, hein, c'est sûr que... Mais bon, il y en a 3 ou 4, donc ça va par rapport à... Comparativement au nombre de témoins que j'ai pu questionner, ça va, ça reste... Pour le livre d'ailleurs qui va faire l'objet d'une republication... Enfin, il est republié, il est déjà republié. Tu as rencontré combien de personnes? Combien de témoins sont... Des témoins... tu en rencontres tout le temps? D'autres témoins, oui effectivement. Les conférences donnent l'occasion un peu à des gens qui se sentent concernés de venir, et puis en sécurité, ils ne sont plus seuls. Et c'est très souvent que des témoins viennent pour raconter leur expérience, donc, lors de mes conférences. Je veux dire, tu prends part, tu organises un cycle de conférences? Oui, j'anime souvent des conférences, donc ici dans la région. Là, vendredi prochain d'ailleurs, je suis tout près d'ici, près de Longwy, à Connay-Romain. Donc j'ai toujours une de mes témoins qui me suit, Jacqueline, que vous aurez l'occasion tout à l'heure d'écouter, d'entendre, de filmer, qui raconte très bien son voyage
donc son expérience de mort imminente. Je pense qu'aujourd'hui, on doit admettre, même si on ne croit pas à l'authenticité de ces... On n'adhère pas à l'authenticité de ces expériences, on ne peut pas remettre en question la sincérité des témoignages. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'ai tenu à le souligner, le cas des enfants, par exemple. Oui, j'allais des enfants, on se dit toujours que les enfants ne savent pas mentir, et qui rencontrent parfois, au moment de leur expérience, des membres de leur famille qu'ils n'ont jamais connus, qui rapportent des détails, donc c'est quand même pas le fait d'un hasard. Il y a aussi le cas des célébrités, comme Philippe Labro, qui a une notoriété, une réputation qui n'est plus à faire, quoi. Il y a aussi Larry Hagman, qui a incarné l'affreux JR dans Dallas. Il y a George Michael, il y a Sharon Stone. Il y a d'ailleurs récemment, je l'ai vu aussi, Sheila, la chanteuse. Je pense que toutes ces célébrités ne prendraient pas le risque de raconter des balivernes au grand risque de nuire, de jeter le discrédit à leur réputation, quoi. Donc, il y a aussi les aveugles. J'ai des aveugles, notamment ceux qui le sont devenus dans le courant de leur vie, après un accident ou une maladie, et qui ont connaissance comme des formes, des couleurs. Et au moment des expériences de mort imminente, des aveugles rapportent avoir vu des choses, donc, lors de leur décorporation, et ça c'est assez troublant, quoi. Ils ont quand même vu avec autre chose que leurs yeux. Ouais. Ils ont entendu avec autre chose que leurs oreilles. Donc là, c'est quand même interpellant. Au moment où j'ai effectué des recherches sur ces expériences de mort imminente, on recensait quelques 60 millions de cas à travers le monde, ce qui n'est pas négligeable. Donc, quelle que soit la culture, quel que soit le sexe, quelle que soit l'orientation religieuse, croyant ou non croyant, quelle que soit la culture, tout le monde est concerné par le phénomène. Donc, et tout à l'heure, on va rencontrer, tu peux nous donner rapidement le profil des... Alors, en fait, normalement, nous allons rencontrer Jacqueline et Jean-Paul, donc, qui ont vécu une expérience et qui vous la raconteront. Et c'est un des témoins anonymes, donc on va respecter ce choix. Voilà, donc ils ont vécu une expérience qui est très intéressante à écouter, je pense que... Voilà. Ce sera peut-être ma dernière question. Dans le livre que tu as écrit, tu souhaitais quoi? Juste livrer des témoignages? Moi, j'ai juste mené une enquête, donc, avec une enquête un peu journalistique, on va dire. Hein, donc, je n'ai pas vécu dans d'expérience. Moi, je n'ai fait que récolter les témoignages. Et ça a été franchement une aventure merveilleuse. Il se dégageait en eux quand même un humanisme que je ne retrouve pas chez les autres. Et ça, je l'ai décelé. Et c'est bien souvent le cas lorsque des personnes vivent une expérience de mort imminente, elles changent complètement. Elles ne sont plus dans le matérialisme. Elles ont un côté plus humaniste. Voilà, donc, et c'est vrai, hein, j'ai pu le constater donc, à travers mes témoins. Un témoignage de ce qui m'est arrivé. Hein, j'ai été opéré du cœur, pas du cœur, on m'a mis des stènes. Et la première fois, ça s'est bien passé. 5 ans après, j'ai recommencé. On m'en a remis. Mais là, c'était plus le chirurgien qui me les mettait, c'était un interne. Et le gars, il loupait l'affaire. Et moi, je partais, hein, je me suis débattu et tout, puis après, plus rien. Et c'est là que toute ma vie a défilé. Je revois encore ma première institutrice. Quand j'avais, je sais pas, 6 ans, comme ça, à l'école, je vois toute ma vie qui dépasse. Et c'est des choses qui m'ont marqué, parce que de temps en temps, quand j'arrive à y repenser, je revois cette institutrice-là, et mon grand-père, qui habitait Pierrepont, et on allait à la pêche. Et pour descendre là à la rivière, il y avait une légère pente, et il me tenait toujours la main, en m'appelant Félicien, parce qu'il avait tellement de petits-enfants, il ne se rappelait pas le prénom de tout le monde, alors il nous appelait tous Félicien. Et je le revois toujours en train de me tenir la main pour pas que je glisse, pour pas que je tombe dans l'eau, quoi. Et le grand-père est apparu ce jour-là sur le... Je pourrais plus être affirmatif parce que, vous savez, ça défile tellement vite. Et quand je m'en vais comme ça, il y a le chirurgien, lui, qui sort d'une cabine ou certainement qui regardait l'opération, je ne sais pas, et c'est lui qui reprend l'affaire en main. Et il me semble que je l'entends crier « Passez-moi les fers ». Mais après, je m'en vais. Hein.
ça va tellement vite. Alors, je ne sais pas le temps que je suis resté, le temps qu'ils ont mis pour me sauver. Tout ce que je sais, c'est que quand je reviens à moi, je suis en salle de réveil, je suis branché partout, je reste un certain temps là, et après, ils me remontent dans ma chambre. Et quelques temps après, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, je ne sais pas, le Toubi, il vient me voir en me disant, monsieur, il me dit, vous revenez de loin. Je dis, ça y est, je suis foutu. Je me suis dit, ça y est, je suis foutu, parce que quand il fait la bêtise, le gars, je me débat. Hein. D'ailleurs, les infirmières me cramponner et tout, et puis après, je m'en vais. Alors, sur le moment, c'est un trou noir, et après, vous avez les images de la vie qui défilent. Mais ça va. Le temps, j'en sais rien, parce qu'on ne se rend pas compte du temps que ça peut mettre. Et vous êtes angoissé quand vous vivez ça? Vous avez l'impression... Non, j'étais pas angoissée parce que, vu que j'y étais déjà passé 2 fois sur le billard, je savais que ça se passait bien, qu'on sentait absolument rien. Mais là, j'étais plutôt angoissée après. Après, quand le Toubi vient me voir dans la chambre, en me disant, monsieur, vous venez de loin, c'est là que j'ai l'angoisse qui est montée. J'ai puré, j'ai eu chaud. Et du coup, vous comprenez qu'en fait, ce que vous avez vécu, c'est l'espèce d'aller avec un retour. Bah oui. Est-ce que ça a changé votre rapport à la mort? Je ne sais pas quels sont, sans parler forcément de croyances, mais qu'est-ce que vous imaginez? Non, ça n'a rien changé à ça. J'ai jamais eu peur de la mort. Si un jour ça doit m'arriver, et je sais que ça m'arrivera, bon ben, si c'est dans 10 minutes, si c'est dans 8 jours, si c'est dans 20 ans, j'en sais rien, ça ne changera pas grand-chose, je ne vais pas me tracasser pour ça. Vous pensez, vous, qu'il y a quelque chose après la mort ou pas? C'est fort possible. Je ne suis pas affirmatif là-dessus, parce que je ne suis pas un gars qui croit à beaucoup de choses. Moi, je crois aux choses que je vois ou que j'ai. Alors, je ne suis pas affirmatif. Mais il est fort possible. Il est fort possible avec ce que j'ai vécu qu'il y ait autre chose après. Ben oui, mais quand je reviens, c'est après. Hein. Le temps, on ne sait pas le temps. Hein. Ben, moi, je ne me suis jamais rendu compte du temps que je suis parti. Hein. Vous dites quoi à ce moment-là? Vous êtes béni, protégé, c'était pas votre heure? Voilà, je dis, oh, bon, ben, Saint-Pierre m'a appelé 5 minutes et puis il m'a fait redescendre. Voilà, c'est tout ce que je me dis. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que dans les manifestations qu'on évoque quand on a vécu ces expériences de mort imminente, beaucoup disent, par exemple, pour voir, vous évoquez votre grand-père, vous évoquez le film de votre vie qui se... C'est-à-dire que je vois beaucoup de choses dans le film, mais ça va vite, vous savez. Vous voyez toute votre famille, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos grands-parents, les copains, vous voyez plein de choses. Je me revois encore à l'armée qui vient de me chercher pour jouer au foot. Je n'étais pas une vedette, mais enfin, on était venu quand même me chercher pour jouer dans l'équipe de foot de Lunéville, et puis voilà. Mais ça va vite. Mais les choses qui m'ont plus marqué, et il y a des fois, quand j'y pense, je revois ma première institutrice et mon grand-père qui me donne la main pour pas que je glisse pour descendre le chemin. C'est les choses qui m'ont plus marqué, tout ça. Mais on revoit tout, hein, c'est incroyable. Ça fait partie longtemps de votre jardin secret? Ben, ça faisait partie, oui, jusqu'à temps que Rachid écrive ce livre, et puis je lui ai raconté, mais je n'avais jamais parlé ni à ma femme, ni à mon fils, je gardais ça pour moi. Ben, je ne sais pas, parce que je ne voyais pas l'intérêt d'en parler, et puis j'ai une femme qui est assez soucieuse. Alors si je lui avais dit ça, ça y est, elle me serait déjà plus morte. Elle vous aurait peut-être envoyé consulter un psy, par exemple? Peut-être bien, on ne sait jamais, on ne sait jamais. S'il fallait, depuis cette expérience, vous vous êtes renseigné sur ce que vous avez vécu, vous témoignez, vous échangez avec d'autres personnes, vous êtes intéressé à cette question? Ben, je ne m'en suis jamais intéressé jusqu'à temps que Rachid écrive le livre, et puis que j'ai lu ce qui est arrivé à pas mal de personnes. Quoi. Et ça a été un déclic? Ben oui, certainement, oui. C'est pour ça que quand Rachid m'a demandé de venir témoigner, je n'ai pas de problème, je viens. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire que c'est un phénomène qui existe et que même si aujourd'hui on ne comprend pas... Voilà. C'est sûr qu'on... Moi, personnellement, je ne comprends pas tout à fait, mais je me dis, peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être qu'il y a autre chose, alors que jusque maintenant, je me disais, une fois qu'on est raide, on est raide. Il y a un message à passer, c'est que les personnes qui ont vécu ça, ils peuvent en parler à Rachid. Parce que je ne suis pas le seul, quand on voit le livre qu'il a écrit, il y a pas mal de monde et tout, et je vois même plus maintenant l'intérêt de le voir le cacher. Il faut faire évoluer les choses, peut-être qu'à la longue, on trouvera peut-être la clé de l'énigme. J'avais 30 ans, j'étais en train de réparer une voiture dans une grange, justement à l'endroit où j'habite, à Piémont. Et j'étais en train de poncer la voiture, donc avec une ponceuse électrique. Et puis à un moment, j'ai ramassé, pour aller à l'avant de la voiture, j'ai pris la rallonge de la ponceuse, la rallonge était défectueuse.
Et je me suis retrouvé 2 mètres en arrière, j'ai le cœur qui s'est arrêté tout de suite, quoi. En fait, j'ai rien senti, quoi, hein. Et puis je me suis retrouvé, disons, au plafond, hein, à regarder mon corps avec les gens qui étaient en train de me réanimer. Alors c'est mon beau-père et un copain qui étaient avec moi qui m'ont réanimé, ils savaient ce qu'il fallait faire, quoi. Et puis voilà, quoi. Quand je suis revenu à moi, d'après ce qui a été dit au SAMU, je serais resté le cœur arrêté 5 minutes, il se serait arrêté, il aurait redémarré 30 secondes, il se serait arrêté à nouveau 1 minute et demie, enfin il aurait recommencé, et puis bon, après c'est reparti, quoi. Autant dire qu'on aurait peut-être que cette interview aujourd'hui n'aurait jamais eu lieu. Oui, certainement. Oui. Vous évoquez le fait que vous voyiez sortir de votre corps. Bah, moi, je me suis retrouvé au plafond de la grange et puis je voyais tout ce qui se passait, quoi. Et vous dites quoi à ce moment-là? Bah, Est-ce qu'on a un niveau de conscience, pardon? Non, moi j'étais un spectateur, quoi. Je regardais ce qui se passait, je regardais les gens en train de... On observe, enfin moi c'était mon truc, quoi. Et puis j'ai vu la fameuse lumière. Parce que le temps, ça n'a rien à voir avec le temps dans lequel on vit, là. On a l'impression que tout se passe, tout est en même temps, quoi. On se déplace vers la lumière, on voit ce qui se passe. L'expérience que vous évoquez là, quelqu'un vous aurait dit, j'ai vécu ces choses-là, vous en aurez parlé avant votre propre accident, vous en auriez pensé quoi? Vous auriez dit je suis quelqu'un qui, quand je ne peux pas démontrer, je dis bon, peut-être, mais j'y aurais pas vraiment cru, quoi. Hein. Je me serais dit bon, c'est une belle histoire, quoi. Mais en fait... Les choses restent précises aujourd'hui sur ce que vous avez vécu? C'est quelque chose qui vous a marqué? Oui, ça c'est marqué, c'est indélébile, ça, je pense. Hein. Et le fait que vous reveniez, pour vous, c'était une manière de vous dire, c'est pas encore ton heure, tu as une seconde chance? Et ça, c'est ce que je me dis maintenant. Je me dis, je devais avoir quelque chose à faire encore ici. Voilà. Donc, ils n'ont pas voulu de moi, ils m'ont renvoyé. Du coup, votre vie a changé, votre réflexion, votre manière de faire a changé du jour où vous avez eu cet accident? Oui. Depuis, là, même tous ceux qui ont travaillé avec moi, tout ça, ils disent, mais il est cool, hein, il est zen, hein, lui. Bah oui, évidemment. Je ne me prends pas de chou pour n'importe quoi, moi. Qu'est-ce que vous pensez? Vous acceptez de témoigner? Vous connaissiez quoi avant, vraiment? Je reviens sur cette question que je vous ai posée tout à l'heure, peut-être pas aussi bien posée. Vous pensiez quoi de ces expériences de mort imminente? Je connaissais pas. Enfin, j'en avais entendu parler, mais bon, je n'avais jamais prêté attention à ça, quoi. Enfin, ça, c'est pas un sujet qui m'intéressait, quoi. Et votre rapport à la mort, avant l'accident et après l'accident, a-t-il changé? Vous pensiez quoi de la mort avant? Posez pas de questions. Et aujourd'hui? Je pense qu'en fait, on ne meurt pas. Parce que cette chose-là qui regarde, pour moi, c'est de l'énergie. L'énergie est immortelle. Albert Einstein a dit ça. L'énergie est immortelle. Donc si l'énergie est immortelle, on ne meurt pas, quoi. Prenez les choses avec plus de distance, avec plus de sérénité depuis cet accident? Il y a un proverbe aborigène qui me convient bien. En parlant de la vie, ils disent, voilà, on est venu ici pour observer, pour apprendre, pour aimer, et après on retourne à la maison. C'est bien, c'est ça, quoi. Est-ce que ça a changé dans vos priorités aujourd'hui? Vous avez redéfini vos priorités, vous allez à l'essentiel, c'est quoi votre vie aujourd'hui? Priorité, c'est de laisser quelque chose. C'est pour ça que je fais ce que... On verra en image d'ailleurs, je vais vous expliquer en quelques mots. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce projet-là. Comme ça, même une fois que je ne serai plus là, le fait que les gens regardent ce que j'ai fait, mais prononcent mon nom, je suis encore là. Votre projet, il est représenté déjà sur... Alors, ce que j'ai appelé tout à l'heure une croix, c'est pas du tout une croix que vous portez en... Non, c'est une épée, oui. L'épée qui est l'épée de l'ordre des Templiers, c'est ça? Non, ça s'appelle l'épée du destin, mais bon, c'est un truc, c'est les Templiers, oui. Et c'est le projet d'une vie, là, aujourd'hui, depuis quelques années, vous investissez tout votre temps dans la réalisation d'un projet, je veux bien que vous... Voilà, le projet, là, il fallait... Quand on fait ce genre de truc, pour ne pas faire n'importe quoi, il faut un thème. Et puis comme le Moyen-Âge, je suis branché Moyen-Âge, donc j'ai pris les Templiers comme support, quoi. Puis voilà, je suis parti là-dessus.
C'est un projet de vie. Je vais vous détailler un petit peu ce que vous faites, parce que vous construisez une maison. Bah, j'avais une maison esthétiquement qui ne me plaisait pas. Alors j'ai reconstruit des murs autour et puis je la transforme en temple, quoi. Maintenant d'ailleurs, beaucoup de gens quand ils pensent que c'est une église, en fait c'est pas une église, hein, mais c'est mon temple, voilà. Et si j'arrive au bout, enfin j'espère vivre assez longtemps pour terminer, ben, j'espère que la commune sera reconnaissante et d'ailleurs j'espère que, bon mes filles la vendront pas, mais j'espère que si la maison là est vendue, que ce soit la commune qui l'achète, quoi, pour en faire un musée, quoi. Tout ce que je fais, j'ai pas appris, hein, je fais ça, c'est comme ça. Hein. Comme une inspiration? Oui, bah, ça vient tout seul. Hein. Le matin, quand je me lève, je sais ce que je dois faire. Alors, Mais c'est arrivé après l'expérience? Bah oui, parce que mais j'avais pas la maison avant, donc j'aurais peut-être pu commencer avant, j'en sais rien. Oui. Mais en fait, avant, je m'intéressais pas à la sculpture, à rien du tout, ça c'est sûr. Hein. Mais peut-être que le fait d'avoir la maison, ça m'a peut-être inspiré. Je n'ai pas posé la question de manière aussi précise tout à l'heure quand je lui disais est-ce que ce projet, effectivement, de maison, vous l'aviez avant cet accident? Non, c'est vraiment quelque chose qui s'est... Non, j'avais pas ce projet-là du tout, de toute façon, ça c'est sûr. J'ai acheté une maison, bon, pas pour en faire un temple, hein, mais pour habiter, quoi. Et puis c'est venu comme ça, quoi. Je rappelle que vous n'êtes pas du tout sculpteur de formation. Pas sculpteur, je suis... tout ce que je fais là dans la maison... D'ailleurs, la prochaine étape, c'est... Je vais pas amener plafond, je vais faire des fresques. On va voir si je suis capable de faire des tableaux. On va être vite fixé. J'ai jamais fait, mais... Arrêtez-moi si j'ai une bêtise, on a l'impression que plus rien ne vous fait peur maintenant. Bah non, de toute façon, j'ai remarqué un truc, c'est que... Il suffit de se lancer, et puis bon, c'est sûr que chaque fois, il y a une difficulté, mais il faut passer au fur et à mesure. On résout les problèmes, parce que de toute façon, quand on bricole comme ça, il y a des problèmes. Alors, bon, j'ai l'habitude de résoudre les problèmes, puis au bout du compte, on y arrive quand même. Il y a un truc aussi, si les gens qui me connaissent, quand je fais un truc, je lâche jamais le morceau. Moi, je suis un tenace. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a un truc que j'arrive pas à faire sur le coup, je recommence une fois, deux fois, 10 fois s'il faut. Mais plus je rate et plus ça... Et puis j'arrive à le faire. Hein. Ça, parce que je ne veux pas laisser un truc comme ça en arrière, moi. Alors c'est peut-être ça le don, j'en sais rien. Voilà. Est-ce qu'on peut dire... Et pourtant, c'est pas au niveau dextérité. Ma main droite, il n'y a que 4 doigts. Le doigt là ne fonctionne pas, les tendons sont coupés. Alors donc, si on fait des choses comme ça, il n'y a pas que l'histoire de la main qui... Hein, y a autre chose. Hein. Enfin bon, je m'en sers quand même parce que regardez mon pouce ici le doigt là s'est plié pour faire la pince maintenant. Ouais, c'est marrant la nature, hein, comment donc je me sers de ça pour... mais ouais, donc c'est là-dedans que ça se passe. On peut dire quand même que vous venez de loin. Oui. Mon expérience de mort imminente est basée sur l'histoire de mon petit frère. Petit frère parce qu'à l'époque, lorsqu'il est né, j'avais 18 ans déjà. J'étais l'aîné de la fratrie, il était le benjamin. J'étais un peu sa petite maman. Et puis, donc un beau jour de printemps en 1973, il faisait beau ce jour-là, il faisait un temps magnifique, un beau soleil, un beau ciel bleu. Il était venu me rendre visite, nous avions passé la journée ensemble, il avait joué, il était content. Et c'était exactement le 30 avril 1973. Donc il avait passé une excellente journée. À cette époque-là, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas d'iPad, d'iPhone, de tablettes, d'ordinateurs, très peu de télévision. Les jeux se passaient au grand air. Donc il avait passé toutes ses journées à jouer. Et puis l'heure arrivant, il était obligé de repartir
à la maison parentale. Donc, on s'est embrassés. Je lui ai dit, n'oublie pas surtout, demain on va cueillir du muguet dans le bois derrière la maison. Oui, oui, t'en fais pas, Sorette, je serai là. Au revoir, à demain. Au revoir. Il a couru, il s'est engouffré dans la voiture et il est parti. Et un quart d'heure après, il perdait la vie dans un terrible accident de voiture qui a fait 2 morts et un blessé grave. Le blessé grave était un de mes autres frères. C'était à l'entrée de Longuillon. Il allait avoir 13 ans. Je ne lui ai pas offert ce petit brin de muguet porte-bonheur, mais un bouquet de roses blanches au cimetière. Un mois après ce terrible accident, je me rends dans un laboratoire d'analyse médicale pour un prélèvement sanguin. Rien de bien important, la routine. Le biologiste m'installe dans un fauteuil et ne parvient pas à faire ce prélèvement. Je l'informe que je ne me sens pas très bien. Et de fait, je perds connaissance. Mais ce qui n'aurait pu être qu'un simple malaise vagal va s'aggraver rapidement. Car dans sa panique, le biologiste a oublié le geste essentiel dans ce cas-là. Il a oublié de me mettre en position d'équilibre, c'est-à-dire à l'horizontale avec les jambes légèrement surélevées. Alors, il appelle un premier médecin. Il est déjà parti en visite. Il appelle un second médecin, ça ne répond pas. Il est peut-être pas encore arrivé à son cabinet. À cette époque-là, il n'existait pas encore le téléphone portable. Donc, il appelle les pompiers. J'ai su qu'à l'arrivée des pompiers, j'avais 4 de tension et mon cerveau était en déficit d'oxygénation. Et là, je me retrouve à l'entrée d'un tunnel. Un tunnel très long, très sombre, avec tout au bout une lumière centrale, très vive, blanche, mais que je peux regarder et qui ne m'éblouit pas. Le chemin pour aller vers cette lumière qui m'attire, il me semble, doit être jonché de dangers en tout genre. Donc je reste à l'entrée du tunnel. Je n'ose pas entrer. Et j'attends. Et brusquement, je me retrouve dans une grande cathédrale. Une immense cathédrale, sans transition. Immédiatement. Et là, je ne vois rien dans cette cathédrale. Il fait très très sombre. Je ne vois que les vitraux. De grands vitraux. Ils sont magnifiques. Les couleurs sont lumineuses, éclatantes. Mon corps physique n'existe plus. J'ai l'air de flotter à 1 mètre du sol. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de bruit. C'est le silence total. À travers ces vitraux, à travers de tous ces vitraux, des rayons d'une lumière irréelle convergent
tous en un seul point. Mon corps semble s'élever vers ce point. Je lève les yeux et là je vois mon petit frère. Il est là, assis sur un tabouret à longs pieds. Il a revêtu son costume de communion. Il est beau, il est radieux, il est souriant, il respire le bonheur. Il est immobile, il ne parle pas, mais son regard ne me quitte pas et il sourit toujours. Alors je le regarde et nous ne comprenons rien que par le regard. Et il a l'air de me dire « Regarde, tu vois, je vais bien, ne te fais pas de soucis, ne te fais pas de soucis, regarde comme je suis bien. Surtout, Sœurette, ne pleure pas, surtout ne pleure pas, je suis heureux. » Et moi, je ne le quitte pas du regard, parce que je ne veux pas le lâcher. Et là, je me dis, mais il n'a plus ces bandes autour de la tête. Il n'a plus ces affreuses blessures sur le visage et sur les mains, comme à la morgue. Mais alors il est guéri. Mais oui, il est guéri. Et là, je lui tends les bras. Je voudrais le serrer contre moi. Je voudrais l'embrasser. Et tout s'est arrêté. Il a disparu. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Car la notion de temps est abolie dans un cas comme celui-ci. Comme il n'existe pas de mots pour décrire les couleurs lumineuses, éclatantes, pour décrire cette lumière si douce et apaisante, pour décrire également ce silence qui donne une sensation de bien-être. Car sur Terre, la vie est bruyante. Toute vie est bruyante. Il y a toujours le bruit d'un moteur, le bruit d'un avion, d'un oiseau. Mais le silence n'existe pas. D'ailleurs, lorsque je suis revenue dans mon corps de chair et d'eau, je ne voulais pas revenir. J'étais bien là où j'étais. J'ai fait tout ce que je pouvais pour retourner en arrière. Mais je ne l'ai pas pu. J'avais 2 enfants qui m'attendaient. Ils avaient besoin de leur maman. Mais je me souviens de mes paroles, de mes premières paroles, qui ont été « Non, non, j'étais bien ». Les gens autour de moi m'ont regardé d'un air bizarre. Ils ont dû penser que j'avais perdu la tête. Mais je n'avais pas perdu la tête. Je venais de vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de particulier. Alors, j'ai remercié toutes les personnes qui se trouvaient autour de moi et je suis rentrée chez moi, totalement ébranlée, déstabilisée. Je n'en ai parlé à personne. J'avais trop peur qu'on me prenne pour une déséquilibrée mentale. Ce n'est qu'au bout de 5 ans, je me suis confiée à une personne que je savais sensée et de bons conseils. C'était le père de l'autre personne décédée dans l'accident. Il ne s'est pas moqué de moi. Il m'a simplement dit « Mais ce sont des choses qui sont déjà arrivées.
On a déjà parlé de ce genre d'expérience. À partir de ce jour, j'ai mis une chape sur cette histoire et je n'en ai plus jamais parlé. Pourtant, le livre du docteur Mundi n'était pas paru. On ne parlait pas d'expérience de mort imminente, il n'y avait pas de magazine, pas de livre, pas d'émission de télévision. C'était un sujet non expliqué. Et comme sujet non expliqué veut dire sujet tabou. Je pense simplement avoir poussé une petite porte. Mais je suis restée sur le seuil. Car ce n'était pas le moment pour moi. Je n'avais que 31 ans. Mais ce que j'y ai vu n'était que bonheur, calme, sérénité, paix, tranquillité, absolument rien d'effrayant. Je sais que dans une vie, on oublie beaucoup de choses, beaucoup d'événements, mais celui-là, il restera à jamais gravé dans ma mémoire. Il est totalement indélébile. Si l'on me pose la question, on me demande « Avez-vous peur de la mort ?» Non, je dis « Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai peur que des souffrances qui seront avant la mort. Peut-être la peine aussi de mes proches, mais la mort ne me fait plus peur. Lorsque je pars en vacances, il m'arrive souvent d'aller visiter des basiliques, des églises, des cathédrales, non pas par connotation spirituelle ou religieuse, car je ne suis pas croyante et je ne veux pas faire d'amalgame entre une expérience de mort imminente et une religion quelle qu'elle soit. Donc je rentre dans ces cathédrales, j'admire l'architecture et vous l'aurez compris, j'admire aussi les vitraux. Ils sont très beaux, mais 100 fois moins beaux que dans mon expérience. Certaines personnes, comme vous l'avez entendu, comme Jean-Paul, développent un don. Moi, je n'ai pas développé de don, malheureusement. Peut-être celui d'avoir cette sensation de sentir des événements qui vont se passer. Mais ce sont toujours des événements négatifs. Alors je ne les raconte pas, je vais juste vous raconter une anecdote, un seul. C'était dans les années 80-82. J'étais donc en activité, je travaillais à 4 mains au fauteuil avec le praticien. Je venais d'installer un monsieur sur le fauteuil. J'avais donc son visage très près de mes mains. On lui a donc fait les soins. Je lui ai redonné un rendez-vous 15 jours après. Et en le soignant, j'ai senti quelque chose de bizarre. Rien qu'en le regardant. Et lorsqu'il est parti, ce monsieur, j'ai dit au praticien, je ne sais pas, j'ai senti quelque chose d'étrange. Je sens que ce monsieur va bientôt mourir. Et ce patient n'est pas revenu au bout de 15 jours, car il était décédé au bout de 8 jours. Je n'ai qu'un seul regret dans cette histoire, c'est que je n'ai pas parlé de mon expérience de mort imminente à mes parents. Mais je n'ai pas osé, parce que la blessure était encore très fraîche, ça ne faisait qu'1 mois et demi.
Je n'ai pas osé leur raconter, j'avais peur de leur faire encore plus de peine. Mais je pense que ça les aurait rassérénés de savoir que leur petit garçon allait bien, là où il était. Je voudrais aussi remercier Rachid, car à ce moment-là, je ne pouvais pas raconter mon histoire devant quiconque. À présent, je peux le faire. Je suis restée 41 ans avec cette histoire au fond du cœur, sans pouvoir me libérer. Et lorsque Rachid a fait ce livre, cela m'a soulagée énormément. Parce que je me suis dit, 41 ans après, ouf, je ne suis pas seule. Merci. Pour ceux qui seraient éventuellement dans cette logique-là, d'avoir vécu une expérience de mort imminente, qui n'hésitent pas à prendre contact avec moi. Et j'aimerais lancer un appel plus particulièrement aux Africains, notamment les Algériens, pour essayer de faire connaître donc, ces expériences. Ça me tient à cœur. Voilà. Donc ceux qui veulent me contacter peuvent m'écrire à ma boîte mail rachid.boimara@orange.fr.